Parfait, c'est beau. Alors, bonjour tout le monde et puis bienvenue à cette communauté de partage. Excusez ma voix là si vous m'entendez pas très bien, j'ai un début de grippe là. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui pour animer cette communauté de partage une personne qui anime des communautés d'apprentissage depuis plusieurs années, Mélanie Gate. Mélanie Gate est avec nous aujourd'hui. Mélanie Gate qui a été, ça fait, je crois, là, déjà animé on avait animé un atelier lors du forum Mhm. et puis elle a animé aussi une communauté de partage en début d'année. Donc là, elle nous revient. Elle a été gestionnaire d'organismes à but non lucratif là, pendant 15 ans et par conséquent, elle peut facilement s'identifier aux défis rencontrés par les centres de formation aux adultes. Elle est actuellement coach en programmation neurolinguistique et puis hypnothérapeute. Alors, le thème qu'elle nous propose aujourd'hui a pour but de nous faire découvrir des outils concrets pour maximiser nos interactions, soit avec des personnes apprenantes, soit avec nos partenaires et même aussi avec nos collègues, pour ainsi établir des communications riches autour de nous. Alors, je ne vais pas vous en dire plus là, je vais laisser Mélanie Guette aller dans le vif de son sujet. Merci Lydienne. Alors, toi, tu es en début de grippe. Moi, je suis en fin de grippe. Donc, depuis vendredi dernier, ma voix était complètement éteinte. Et depuis hier, j'arrive à peu près à parler. Donc, vous allez me voir souvent boire ma petite potion miracle et puis prendre des pauses des fois aussi. Donc, c'est ça, mon nom, c'est Mélanie Gatt, puis je suis coach en PNL et praticienne en hypnose. Vous verrez, aujourd'hui, on ne fera pas vraiment d'hypnose, c'est pas l'objectif. Puis avec la voix que j'ai, ça serait peut-être pas non plus très agréable pour vous. En même temps, je voulais vous amener avec l'art de questionner, la façon de quand on questionne quelqu'un, comment on le questionne, qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que ça donne à l'autre personne. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le coaching en général. Donc aujourd'hui, c'est comme si je vous faisais un petit transfert de connaissances, mais en même temps, on va le pratiquer. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à utiliser le chat ou ce qu'il y a d'utile, ce sur quoi vous pouvez clavarder. Aujourd'hui, on va voir 4 points qui me semblent vraiment essentiels dans l'art de questionner. Le premier, c'est de questionner pour comprendre parce qu'on s'aperçoit que souvent, on va passer tout de suite à la réponse quand quelqu'un nous pose une question, mais on n'a peut-être pas exactement compris ce que l'autre nous demandait. La deuxième, c'est les mots interrogatifs à ne surtout pas utiliser. Il y en a deux, vous allez les découvrir. Ensuite, évidemment, c'est tous ceux que vous pouvez utiliser, puis pourquoi et comment on va les utiliser. Et à la fin, on finit rapidement sur ça procure quoi de questionner. C'est une communauté de pratique, donc on va aussi le pratiquer, une communauté de pratique et de partage. On va pratiquer, on va partager ça ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des situations qui vous sont arrivées avec des apprenants ou dans votre vie de tous les jours, vous pouvez les partager. Ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que c'est enregistré cette session-là. Donc, même si c'est pour l'interne, c'est important que vous vous sentiez à l'aise de partager des choses. Alors, je vous invite tout de suite dans le merveilleux monde de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, il y en a peut-être certaines qui connaissent déjà de quoi je parle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, on parle vraiment de tous ces petits programmes informatiques qui ont été mis en place dans notre tête, généralement quand on est jeune, et puis qu'on fait des équations assez rapides, qui est mon ami a dit qu'il aimait pas ma robe, et puis il est parti jouer avec une autre amie. Ben, quand je porte une robe, les gens ne m'aiment pas. Alors ça pourrait être une équation qu'un enfant fait dans sa tête et que nous, on vient ancrer ça à l'intérieur de nous et puis qui nous suit jusque des années plus tard où on s'aperçoit qu'on ne met jamais de robe finalement et qu'il y a comme quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Eh bien, ça a été ancré au niveau de nos sens. C'est là le neuro. On va l'ancrer au niveau de comment je me suis sentie quand je me suis fait rejeter, quand je me suis fait abandonner par cet ami-là, et comment ça ressort au niveau de mon langage verbal, mais évidemment, vous le savez aussi, non verbal. Et pour aller creuser là-dedans, c'est là où on a besoin d'aller avec la PNL et les outils de coaching qu'elle nous propose. Alors, je dis souvent, pour pallier à toute attente, que la PNL ne change pas le monde, mais qu'elle va changer souvent la perception que vous vous faites de ce monde-là.
Donc ça, c'est important. N'ayez pas des attentes trop hautes. On ne changera pas le monde aujourd'hui. Mais en même temps, il y a quelque chose qui va changer, qui va avoir un bel impact. Alors, l'objectif du jour, c'est vraiment d'apprendre à questionner l'autre. Puis l'autre, on peut le prendre au sens large. Évidemment, vous avez des apprenants avec vous, mais ça peut être vos enfants si vous êtes parents, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos collègues, vos superviseurs, tout le monde. OK? Ça fonctionne avec tous les êtres humains. Les êtres vivants comme les animaux, ça ne fonctionne pas de temps encore, mais au moins les êtres humains, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est qu'on se comprenne mieux. Alors, je veux tout de suite passer à la base, qui est une base en PNL, où on s'aperçoit que, puis vous le savez probablement, que dans la vie, quand on parle avec 3 filtres. Donc, comme s'il y avait un premier filtre qui passait, qui était l'omission. Donc, l'omission, vous le savez, c'est quand on oublie de dire des morceaux de choses. On oublie une information. Hein, quand la personne dit oh, je suis en colère. Ah, il y en manque des morceaux dans cette phrase-là. Je suis en colère contre qui? Contre quoi? Depuis quand? C'est quoi être en colère pour toi? Et pourtant, on arrive avec beaucoup de phrases comme ça. Vous allez les remarquer maintenant. Donc, il manque des morceaux, tout simplement. Puis, il y a des phrases qui sont plus dans la généralisation. Oh, ils sont tous les mêmes. Oh, les lundis, je suis toujours fatiguée. Les vendredis, je suis toujours en forme. Ou juste avant les vacances, je suis jamais en forme. Donc, vous voyez, toutes ces généralisations, on les entend surtout avec le toujours, jamais, souvent, ce genre de choses-là. Personne ne m'écoute. Personne. Euh, où tout le monde dit ça de moi. Hein, ça va être des grandes généralisations. Et puis, il y a la distorsion. Donc, distorsion, c'est quand je prends quelque chose de la réalité, que je le modifie avec ma sauce et que je redonne autre chose. L'exemple typique, c'est mon patron ne m'a pas dit bonjour ce matin. Dans mon monde à moi, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ou j'avais quelqu'un d'autre qui m'avait dit, moi, mon boss, c'est sûr qu'il ne m'apprécie pas. Là. Je suis comme, oh, comment tu peux le savoir? Elle dit, ben, il me donne beaucoup de travail. Puis évidemment, quand on avait été décortiquer tout ça, on s'était aperçu que en fait, il lui donnait beaucoup de travail parce que c'était la seule personne en qui il avait confiance. Alors, il lui donnait toutes les tâches. Et vous voyez comment, dans la perception de cette personne-là, elle n'avait pas été plus loin. Donc, pour elle, elle avait fait A plus B, qui devient de la distorsion. Il me donne beaucoup de tâches, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et voilà ce qui se passe dans ma tête. Donc, vous voyez comment, au quotidien, tout le monde, hein, vous, moi, on parle avec des omissions, des généralisations, puis des distorsions. Je suis curieuse, là, quel filtre, vous avez l'impression que vous entendez le plus ou que vous utilisez le plus? Ce serait quoi le filtre que vous utilisez le plus? Êtes-vous des champions de la généralisation? Les enfants sont très bons pour la généralisation. Oh, c'est tout le temps difficile les devoirs. Hein, vous l'avez peut-être entendu celle-là. Dans vos apprenants, y en a-t-il qui sont des champions de la généralisation? Tous les profs sont pareils. Faire des devoirs, c'est toujours pénible. Oui, peut-être omission, te dit Lydiane. Oui, Nadine, c'est bon. Hein? La fameuse question, comment ça va? Puis on dit, ça va bien. C'est comme automatique, c'est un automatisme. Hein. On ne s'attend pas à ce que l'autre nous dise, ah ben merci de poser la question parce que non, ça va pas du tout aujourd'hui, puis j'ai besoin d'en parler. On serait bien embêté si ça arrivait. Et en même temps, ça peut être intéressant. Oui, on généralise souvent. Et ça, c'est quasiment une généralisation en soi. Heureusement, tu n'as pas dit toujours, Sylvie. On généralise toujours. Ça aurait été drôle, ça. Ouais. Fait que vous allez les remarquer maintenant. OK? Je voulais porter votre attention là-dessus parce qu'ensuite, on va aller chercher les bonnes questions pour décortiquer ça. Donc, maintenant que vous connaissez les 3 filtres, premièrement, vous allez les voir entre vous, vous allez les voir avec vos apprenants, vous allez les voir dans votre famille, vous allez les voir avec vous-même, mais aussi vous allez savoir avoir les outils à la fin de cette rencontre aujourd'hui, de comment je fais pour que ce soit différent. Je vous amène tout de suite et évidemment pas noter les 2 questions parce que je vais vouloir en savoir un peu plus de votre côté. Selon vous, ce serait quoi les 2 questions qu'on ne devrait pas poser?
Quelles sont les questions qui nous mènent à rien ou à un effet complètement contraire à ce qu'on voulait? Vous pouvez aller dans le chat si vous voulez. Puis quand je dis question, prenez-le au sens large. Ça peut être les formules de questions. Ouais, comment ça va? Mhm. Quoi d'autre? Il y a un mot particulier là, que quand vous le posez, ça déclenche une réaction généralement. Le mot préféré des enfants de 4 ans, 5 ans. Oui, exact, Christine. Pourquoi? Oui, Nadine aussi, effectivement. Le fameux pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne veux pas aller à ton match de soccer? Pourquoi tu fais brûler une bougie? Pourquoi tu... Qu'est-ce que ça déclenche chez l'autre quand on dit pourquoi? Il est sur la défensive. À partir du moment où vous prononcez, exactement Dominique, à partir du moment où euh, vous prononcez le mot pourquoi, même avec la plus grande bienveillance, ça c'est important là, que vous soyez bienveillante, il n'y a pas de problème, on le sait, mais chez l'autre, naturellement, ça va venir déclencher un oh, si elle me demande pourquoi, c'est qu'elle aurait fait différemment, donc ça veut probablement dire que moi je suis peut-être pas correct. Alors ça se passe en un quart de seconde dans la tête de la personne, mais ça se passe quand même. Et donc là, à ce moment-là, vous arrivez avec quelqu'un qui est sur la défensive et il n'y a plus grand-chose à en tirer. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de l'enfant qui dit à sa maman ou à son papa, j'ai pas envie d'aller au match de soccer aujourd'hui, à mon entraînement de soccer aujourd'hui. Et sa maman lui dit, mais pourquoi? Il dit, bah, parce que ça me tente pas. Mais pourquoi ça te tente pas? Bah, parce que là, j'ai pas envie. Et pourquoi j'ai pas envie? Et vous voyez que finalement, ça mène à rien, cette histoire. Ça pourrait même mener à c'est comme ça, et puis c'est tout. Ça mène à rien le pourquoi. Et on va voir que si on met une autre question, comment ça pourrait rendre ça différent. Mais avant d'aller là, je veux juste vous amener à la prochaine question qu'on évite de poser. Puis là, c'est moins un petit mot qu'une expression ou une façon de poser des questions. Quelles sont les questions qui nous amènent pas vraiment à comprendre plus la situation de l'autre? Un type de question qui nous aide pas vraiment. Exact, Dominique. Les réponses oui, non. Les fameuses questions fermées. Question fermée, réponse fermée. Donc les est-ce que tu as? Alors ça, si vous avez un adolescent ou un enfant de 5 ans, il vous a déjà fait la blague. Est-ce que tu as l'heure? Oui. Puis vous attendez. Parce qu'il vous a pris au pied de la lettre. Et évidemment, il va y avoir une deuxième question qu'il va falloir suivre, qui est quelle heure est-il pour avoir vraiment l'heure? Mais c'est la même chose avec les réponses en oui ou non. Techniquement, si vous demandez à quelqu'un est-ce que ça va? Ben, la personne peut dire oui ou non. Mais vous ne serez pas plus avancé. Il va falloir relancer avec une autre question. Et puis en plus, souvent le est-ce que, c'est comme un conseil un petit peu déguisé. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu sais qu'il va falloir que tu... Il y a comme un petit conseil. Donc, ce n'est pas vraiment une grande question pour l'autre, c'est plus comme, je ne veux pas te dire quoi faire, mais je te le dis quand même. Donc, les est-ce que, vous allez pouvoir les enlever. Les pourquoi, vous allez pouvoir les enlever. Puis là, je vous entends me dire, mais Mélanie, c'est pas possible, je passe mon temps à demander pourquoi tout le temps. On va trouver d'autres alternatives. Puis le seul pourquoi que vous pouvez garder, c'est le pourquoi que j'appelle le pourquoi de connaissance. Pourquoi le ciel est bleu? Ça, c'est correct qu'on le demande. C'est une question de connaissance. Pourquoi au féminin, les mots prennent un E? C'est correct de le demander. C'est une question de connaissance. Mais tout ce qui est pourquoi pour comprendre l'autre, on l'enlève. Parce que la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est de lui poser les bonnes questions. Puis là, je vais faire, ça tombe bien, je fais naturellement une pause à ce moment-là. Je voudrais savoir, vous, comment vous vous sentez avec l'idée d'enlever le pourquoi, d'enlever le est-ce que. Est-ce que ça représente un gros, gros, gros challenge pour vous ou est-ce que ça va être assez facile?
pouvez utiliser le chat. Pour celles qui veulent prendre le micro, il n'y a pas de problème. Je vous le laisse. Ça va être quoi pour vous le plus difficile en enlevant le pourquoi et le est-ce que? Oui. Nadine a dit, OK, je veux bien l'enlever, mais Mélanie, il faut que tu me promettes quelque chose en échange. Ça marche, ça s'en vient. Bon point. Ce que je vais faire pour le prochain, c'est que je vais vous faire une pause de ma voix qui va être très agréable pour vous. Et puis, si je change d'onglet, est-ce que vous voyez le changement d'onglet? Oui, OK. Je vais vérifier si le son fonctionne de votre côté. Faites-moi juste un petit pouce en l'air si vous entendez le son. Le métamodèle est le premier modèle créé en PNL. C'est un modèle verbal de questionnement pour mieux comprendre ce que les autres ont dit. Lorsqu'une personne pense à quelque chose dont elle veut parler, c'est pratiquement impossible d'être totalement clair. Alors elle va utiliser 3 filtres pour simplifier son expression: les omissions, les généralisations et les distorsions. Grinder a repéré 12 types de phrases incompréhensibles suscitées par ces filtres. Il ne faut pas chercher à les interpréter, ce qui amènerait à une compréhension erronée, mais plutôt les questionner. Et donc 12 types de questions pour revenir à ce que la personne avait pensé au départ. À Interactif, nous présentons ce modèle de manière visuelle. Voyons cela. On a toujours une personne qui dit quelque chose avec une structure du type sujet, verbe, complément. Par exemple, truc, machin, chose, schtroumpf, le pataquès. Vous comprenez cela? Non? Alors il faut questionner. Pour le sujet, de qui parles-tu? Pour le verbe, comment fais-tu cela? Pour l'objet, de quoi parles-tu? Des fois, il manque carrément un complément. Par exemple, je suis fâché. On devrait questionner contre qui ou à propos de quoi? Des fois, la personne emploie un terme abstrait, une nominalisation, c'est-à-dire un processus sur lequel on a collé un nom, une étiquette. Par exemple, la communication. Il faut revenir alors au processus, au verbe. Dans l'exemple, comment communiquez-vous? Des fois, la personne emploie certains mots typiques, comme les mots toutes, toujours, jamais, nulle part. On questionne alors la généralisation. Par exemple, toutes, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait différente? L'expression il faut ou je dois, dans ce cas-là, questionner l'obligation, avec la question du genre et qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? Il y a aussi les mots mieux, moins. Dans ce cas-là, il faut rechercher le comparatif. Mieux que qui? Mieux que quoi? Mieux que quand? On peut maintenant sortir de la bulle, de ce qui a été dit, et questionner sur l'auteur perdu. Qui a dit cela? Pour dire cela, l'auteur a dû penser quelque chose juste avant de le dire. Questionnez alors la lecture de pensée. Comment sais-tu cela? Par exemple, si quelqu'un dit « Mon chef ne m'apprécie pas », on peut lui demander « Comment sais-tu cela ?» Et il pourrait répondre « Parce qu'il me donne plus de travail qu'aux autres ». Alors vous pourriez ensuite questionner le faux que vous avez fait. En quoi le fait de te donner plus de travail prouve-t-il qu'il ne t'apprécie pas? La personne peut alors découvrir qu'il y a peut-être plusieurs raisons à cette attitude. Par exemple, parce qu'il entrevoit une promotion possible pour lui et lui donne dès lors plus de responsabilités. Un autre aspect, c'est lorsqu'une personne dit quelque chose avec un air anodin, alors qu'il y a un certain présupposé un petit peu moche derrière. Questionner avec « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle sera obligée de s'expliquer et probablement s'en mêlera les pinceaux dans sa réponse. Ce modèle n'est efficace que lorsque cela devient automatique pour vous. Pour vous entraîner à l'employer. Alors, je vais revenir sur ici pour que vous le voyez à l'écran. Hop là. Parfait. Alors, vous venez de faire connaissance avec ce qu'on appelle le métamodèle. Donc, c'est justement toutes les questions qui vont nous permettre d'enlever les filtres, généralisation, omission, distorsion. Donc là, vous voyez à l'image l'image que j'ai extraite de la vidéo avec les différentes questions.
En bas à droite, j'ai mis une phrase et je vous demande d'imaginer. Donc la phrase, c'est « Les employeurs sont tous les mêmes ». Imaginez que quelqu'un arrive et vous dise « Oh, les employeurs sont tous les mêmes ». Là, on s'entend qu'il y a de l'omission, il y a de la généralisation, il y a de la distorsion. Quelle question, au pluriel, vous pourriez poser pour comprendre davantage le contexte, savoir davantage de quoi la personne parle? Donc, je vous laisse aller le mettre dans le chat. Vous allez voir, il y en a plein de possibles, hein. Ne vous restreignez pas. Allez mettre dans le chat les questions que vous pourriez poser à cette personne qui arrive et qui vous dit « Les employeurs sont tous les mêmes ». Linda, c'est quoi ce premier mot que tu as écrit? Ah, pas de pourquoi. Remplace-le par autre chose. On a le droit juste aux questions qui sont sur la bulle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, Marie-Noël, absolument. De quelle façon? Oui, Dominique, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait poser? Les employeurs sont tous les mêmes. Imaginons qu'on puisse lui poser plein de questions. Oui, Francesca, de qui parles-tu? À quel sujet? Hein, de quoi on parle? Ils sont tous les mêmes à propos de quoi? Exact. Oui, Nadine, tous. Il n'y en a pas un qui est différent? Exact, hein? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Oui, absolument, Lydienne. Et vous voyez toutes les questions qu'on peut poser pour obtenir des informations supplémentaires? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Absolument. Super. Donc, vous voyez euh, comment vous pouvez interagir. Nathalie, c'est intéressant. Parce que Nathalie, elle dit, moi, je ne poserai pas de questions, je dirais plutôt que je ne suis pas d'accord. Ben oui, évidemment, c'est la façon qu'on a naturellement pour, euh, euh, comme humain, de répondre. Sauf que là, c'est important de savoir de quoi il parle quand même. Peut-être parce qu'il dit les employeurs sont tous les mêmes. Je ne sais pas moi, en Afrique, vous n'avez pas l'information. Donc, vous ne pourriez pas être d'accord avec ça. Mais vous ne le savez pas de quoi il parle. Donc, avant de ne pas être d'accord avec quelque chose, il faut le demander un peu plus. C'est ça. Fait que Nathalie, il faudrait juste l'inverser, ta réaction. OK, de qui tu parles, juste pour être sûr avec quoi je vais être d'accord ou pas. Et puis, parce que s'il dit, moi, tous les employeurs du Vietnam sont tous les mêmes. C'était des employeurs du Vietnam que je parlais. Oh, ben là, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis, je ne les connais pas. Fait que je ne pourrais pas être d'accord. Mais c'est vraiment intéressant. OK? Donc, l'idée, c'est... Puis évidemment, vous n'allez pas poser 25 questions. Ça s'appelle un interrogatoire. Vous allez poser une ou deux questions juste pour en savoir un peu plus, pour défricher. Puis on va voir après qu'il y a des effets bénéfiques à ça. Donc, techniquement, toutes vos questions sont bonnes. Je vous amène sur une autre phrase. L'image ne change pas, mais la petite phrase en bas change. Quelqu'un qui arrive et qui vous dit « On ne peut jamais lui faire confiance ». Qu'est-ce que vous allez poser comme question? Qu'est-ce que vous allez poser comme question qui permet, Christine, oui, c'est intéressant, de dire, ben oui, ben, tu peux m'en parler donc. Mais on voudrait on voudrait préciser. Parce que si on lui dit, vas-y, tu peux m'en parler, il va probablement encore aller dans autre chose. Donc, on veut vraiment préciser. Donc, essayez de poser une question. Donc, Lydiane qui dit, comment sais-tu cela? De qui parles-tu, hein? Joanne a tout à fait raison. Quelqu'un qui arrive qui dit, on ne peut jamais lui faire confiance, ce serait peut-être bon de savoir de qui il parle. Puis de qui il parle, on ne peut pas lui faire confiance, mais on. C'est qui ce on qui ne peut pas faire confiance à lui? Fait que vous voyez que dans la question que Joanne et puis les deux Joanne finalement ont dit, le de qui parles-tu, vous pouvez l'utiliser dans les deux morceaux de la phrase. Comment sais-tu cela? Absolument.
Puis alors, approfondir ta pensée, ça c'est intéressant. Et en même temps, ça reste pas une question nécessairement qui va faire avancer. Parce que ça va peut-être faire avancer la personne dans sa pensée, mais vous avez besoin d'en comprendre un peu plus. Quand je demande à quelqu'un d'approfondir sa pensée, il va aller dans son sens à lui. Il n'ira pas dans le sens de la non-omission, de la non-généralisation et de la non-distorsion. Donc, si quelqu'un te dit je suis fâché, ok, peux-tu approfondir ta pensée? Ah, ben, je suis enragé. Ok. Puis je caricature la France, évidemment, mais tu sais, l'idée, c'est ok, mais quoi? Je veux en savoir un peu plus sur le détail. Est-ce que pour quelle raison remplace le pourquoi? Oui, absolument, Nadine, c'est un des outils que tu peux utiliser. Hein? Pour quelle raison tu penses ça? C'est beaucoup moins offensant que pourquoi tu penses ça. Donc ça, vous avez toutes des super bonnes questions. Je vais juste vérifier que je n'en ai pas manqué d'autres. Non, c'est ça. Ok, Linda, c'est correct. Ça va être enregistré de toute façon. Linda, elle dit que ça coupe souvent et qu'elle va devoir quitter, mais c'est enregistré. Tu pourras faire les exercices à la maison. On ne peut jamais lui faire confiance. Il y a aussi autre chose là-dedans qu'on peut soulever. Il y a au moins deux autres questions qu'on pourrait aller regarder la généralisation qu'il y a là-dedans. C'est quoi la généralisation dans cette phrase? On ne peut jamais lui faire confiance. Exact. Exact, Nadine, Dominique, Nathalie. C'est le jamais. On ne peut jamais lui faire confiance. C'est jamais. Et là, la question que vous pourriez lui poser, c'est jamais? Point d'interrogation. Il n'y a pas une fois où on a pu lui faire confiance? La personne, ben oui, évidemment, c'est arrivé. Vous allez le voir. Hein. Ça, c'est le petit truc que vous pouvez faire qui est très facile. Dès que vous allez entendre jamais, toujours, tout le monde, personne, faites juste répéter le même mot. Donc, si quelqu'un vous dit je suis jamais fatigué les vendredis, jamais. Puis vous allez voir ce qui arrive. Je le dis en rigolant parce que c'est très drôle les réactions. Les gens ne s'attendent pas à ça. Là, maintenant, vous êtes un groupe, vous allez vous le faire entre vous, mais avec les gens que vous connaissez, faites-le. Donc là, vous avez enlevé l'omission, qui était de qui on parle, on ne sait pas. Vous avez enlevé la généralisation, qui était le jamais. Peut-être dans la distorsion, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre? Elle est un petit peu plus sournoise, celle-ci, mais avec le on ne peut jamais. Il y a une petite question sournoise qui est à côté du petit bonhomme en haut, là, qui est qu'est-ce qui se passerait si tu lui faisais confiance? Si on lui faisait confiance. Ça fait partie de ce que nous, on appelle en coaching les croyances limitantes. Il faut, je dois, dans la vie, c'est important, on ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la fois dernière, mais une des choses que j'utilise souvent, c'est l'avenir Voyons, je l'ai perdu là. Appartient. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et je vais vous dire que moi, l'avenir, il ne m'appartient pas du tout si j'écoute cette croyance-là. Je ne suis pas la fille qui est levée très tôt, sauf quand je suis enrhumée et que j'arrive plus à dormir. Mais dans la vie, je ne suis pas levée très tôt. Fait que je pourrais me poser la question, ok, premièrement, qui a dit ça? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passerait si je me levais pas tôt avec l'avenir? Fait que ça, c'est très intéressant d'aller, dès qu'il y a des petites croyances comme ça, des expressions, de les ramener. Je vous en donne un autre encore, parce que c'est le fun de pratiquer ensemble. Quelqu'un qui arrive puis qui vous dit, je peux quand même pas faire ça. Je peux quand même pas faire ça. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Ouais, faire quoi? Excellent. Ça, c'est vraiment une grosse omission quand même. Hein. La personne, elle arrive, elle dit, je peux quand même pas faire ça. Vous pouvez pas répondre à cette question, vous pouvez rien faire. La seule chose, c'est de questionner pour comprendre, parce qu'elle a vraiment oublié un gros morceau là-dedans. Oui, Nadine, qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais? Absolument. Ouais. De quoi parles-tu? Ben oui, Amina. Simple, facile, efficace.
De quoi parles-tu? Puis faites attention au ton de votre voix à ce moment-là, mais je peux quand même pas faire ça. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, une fois qu'on sait de quoi elle parle, on peut lui poser la question, qu'est-ce qui t'en empêche? Ouais, très bon point, France. Il y a un petit mot que vous pourriez questionner. Ah non, excusez, j'ai des bêtises. Euh, vous l'avez dit. Ouais, c'était le ça. Vous l'avez dit. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Ça, c'est excellent. Puis je pense que vous l'avez dit. Oui, qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais? Exactement. Fait que vous voyez comment on a 3, 4, 5 questions qui nous viennent maintenant automatiquement en tête. Fait que le dernier, c'est mon objectif est d'avoir une équipe qui communique mieux. Comment vous questionnez la personne pour mieux comprendre de quoi elle parle? Mon objectif est d'avoir une équipe qui communique mieux. Oui, bravo Amina. Puis alors là, tu peux même faire une petite comptine dans ta tête. Mieux que qui, mieux que quoi, mieux que quand. C'est très drôle à faire parce que là, la personne, elle s'aperçoit qu'elle a complètement oublié les détails de ce qu'elle est en train de dire. Mieux que qui, mieux que quoi, mieux que quand. Puis ça va avoir un effet extraordinaire sur la personne. C'est qu'elle va s'arrêter puis elle va se poser la question. Puis elle va voir qu'elle a oublié plein de choses dedans. Et quand vous questionnez une personne, ça la force à réfléchir. Et ça, c'est excellent. Qu'entendez-vous par communiquer? Absolument. On l'a vu dans tout ce qui est les nominalisations. Donc, tout ce qui est un concept abstrait, connaissance, partage, plaisir, humour, tout ce qui est un concept abstrait, si je vous demandais aujourd'hui ici de partager dans le chat votre définition du respect, on en aurait probablement toute une différente. Peut-être que pour certaines, ce serait de dire bonjour, merci. Pour d'autres, ce serait de ne pas parler trop fort. Pour d'autres, ce serait, je ne sais pas, peu importe. Il y aurait plein de choses. Ce qui fait que dès que vous entendez un mot qui est un concept abstrait, une nominalisation, communication, partage, etc., vous devez les questionner parce qu'on n'a pas les mêmes définitions. Je dis souvent ça pour les valeurs dans les entreprises. Petite question piège, là, mais est-ce qu'on connaît les valeurs de la COFA? Je n'ai pas été regarder sur le site internet, mais si vous avez probablement 3-4 valeurs à la COFA, mais ce serait intéressant de savoir s'ils ont été bien décrits comme comportement observable, parce que si, je ne sais pas, moi, par exemple, la tolérance en est une, mais c'est quoi être tolérant pour moi, pour Lydienne, pour Amina, pour Joanne? C'est toujours différent. Alors, je reviens sur mon objectif est d'avoir une équipe qui communique mieux. Communiquer sur quoi? Sur qui? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut poser comme question ici? On ne connaît pas trop le contexte, donc n'hésitez pas à poser des questions qui vous permettraient d'être un peu plus éclairé par ce que la personne vous dit. Un des mots sur lesquels on pourrait s'arrêter, c'est le mot équipe. Une équipe qui communique mieux. De quelle équipe parles-tu? Parce que des fois, une équipe, ça peut être l'équipe en place, au sens organisationnel. Ça peut être l'équipe qui est dans la même réunion. Ça peut être vraiment différent. Donc, c'est important de quasiment aller regarder chacun des mots, puis de se dire, OK, mon objectif, OK. Et de quel objectif parles-tu? C'est-tu un objectif annuel? C'est-tu un objectif, peu importe, mais de quel objectif on parle? C'est d'avoir une équipe qui communique mieux. Mieux que qui, mieux que quoi, mieux que quand aussi. Et quel effet, et alors ça c'est génial Dominique ce que tu apportes là, quel effet aurait une meilleure communication? Ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment une grande question de coaching en fait. C'est que les gens quand ils disent « Oh moi j'aimerais donc que », c'est dire « Ok mais comment tu vas le savoir que tu l'as atteint cet objectif?
Et donc là, tu les amènes à visualiser. Donc, ça aurait quel effet d'avoir une équipe qui communique mieux? Puis là, oh, les gens vont se mettre à penser, vous allez voir les yeux qui montent dans les airs, ils vont penser, ils vont réfléchir, puis ils vont faire comme, ah, ça pourrait ressembler à ça, puis à ça, puis à ça aussi. Et donc, on verrait les effets. Ça précise la pensée. Comment ça va avec ce partage-là? Quel est le mot ou la question qui vous surprend le plus ou que vous dites, oh, ça, je vais l'essayer. Je suis curieuse là, de savoir un petit peu. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous êtes à l'aise de parler. Oui, vas-y, Lydienne. Mais moi, je vois là que ce sont des bonnes façons d'éviter le pourquoi, le fameux pourquoi. Donc, c'est assez intéressant là de voir comment est-ce que une question peut être posée sans utiliser le pourquoi. Mhm. C'est un bon exercice pour moi, là. Ouais. Et vraiment, comment ça va vous amener à mieux comprendre la personne avec qui vous parlez. Et on va le voir, je vous amène tout de suite là, mais c'est que oui, vous allez mieux la comprendre, mais il y a aussi trois autres effets vraiment bénéfiques pour vous. Quand vous questionnez quelqu'un, la première chose, c'est que vous allez augmenter l'estime de l'autre. Comment vous faites ça? C'est que en questionnant l'autre, vous lui donnez donc pas une solution tout de suite et vous lui permettez de trouver un espace dans lequel il va pouvoir s'exprimer. Donc, si je reviens à la petite question, euh, oui, absolument, Johan, ça apporte une communication ouverte. Absolument. Donc, si je reviens à l'exemple de mon petit garçon qui ne veut pas aller jouer à sa pratique de soccer, si maman ou papa lui demande euh, let's go, on va à la pratique et qu'il dit non, je ne veux pas. Oh, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu ne veuilles pas y aller? Mais parce que mon ami Rémi n'est pas là. Oh, et en quoi c'est important pour toi que Rémi soit là? Mais c'est avec lui que j'ai le plus de fun, on se comprend, je sais pas, moi, on parle français ensemble. Je comprends. Et alors, qui pourrait, aujourd'hui seulement, remplacer Rémi et te permettre de parler français avec lui puis d'avoir de fun? Et là, vous voyez comment vous êtes en train de développer l'autonomie de réflexion de la personne. Là, je vous donne un exemple d'un enfant de 10 ans qui va jouer au soccer, mais vos apprenants, vos collègues, vos conjoints, conjointes, c'est la même chose. Vous développez l'autonomie de l'être humain. Et ce faisant, vous développez leur estime d'eux-mêmes. Vous faites la différence, puis si vous ne la faites pas, je vous l'indique, mais entre l'estime et la confiance. L'estime de soi, ça s'acquiert dans le relationnel. Donc, quand je suis validée par les autres pour ce que je suis, ça, c'est de l'estime. En revanche, quand je suis validée pour ce que je fais, c'est de la confiance. Donc, souvent, les gens ont de la confiance en eux, ils font, mais il manque l'estime. Puis quand on a une bonne confiance dans nos capacités, mais qu'on se dit, bon, c'est pas vraiment moi, tu sais, il y avait l'équipe, moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, c'est facile pour moi. Et c'est là qu'arrive le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, imaginez si grâce juste à vos questions, vous êtes capable de rééquilibrer tranquillement l'estime et la confiance en soi. C'est fort, hein, quand même, avec juste une question. Donc ça, c'est la première chose, le premier effet que vous apportez aux autres. Le deuxième, c'est que vous tissez un lien de confiance avec la personne. Si vous la questionnez pas en disant, mais pourquoi tu fais ça? Mais plutôt, oh, ok, comment ça se fait que tu as pensé à ça? Mais là, encore une fois, vous venez d'ouvrir. Vous venez de tisser un lien de, vas-y, je te fais confiance, je suis ouverte à ce que tu me racontes, ce qui est important pour toi. Et inversement. Puis vous savez comment on fonctionne hein, dans la vie. On apprend par mimétisme. On modélise. Donc, si vous commencez à poser des questions différemment, toutes les personnes autour de vous vont commencer aussi à un moment donné à poser les questions différemment. Et pour l'anecdote, moi j'ai un enfant de 11 ans et demi, très important les et demi quand on a 11 ans, 11 ans et demi, et lui, il est habitué avec une maman coach qui pose que des questions tout le temps. Des fois, il me pose une question, il me donne même pas le temps d'y répondre, et il se repose une question en réponse. Donc, ça peut donner un dialogue comme
Pourquoi on irait, lui qui me dirait, maman, pourquoi on irait se balader? Et je l'entends dire tout de suite, pourquoi pas? Ou quand je lui demande, qu'est-ce qui fait qu'on ferait les devoirs maintenant? Puis là, il va se répondre tout de suite, qu'est-ce qui ferait qu'on les ferait pas? Fait que lui, il a trouvé l'astuce de mettre la négation à chaque fois pour se re-questionner. Donc c'est très drôle parce qu'il a quand même atteint une certaine autonomie dans son questionnement. Puis moi, j'ai plus besoin d'intervenir. Il se relance les réponses et les questions tout seul. La troisième chose que je vous amène et qui est très intéressante, surtout en équipe, c'est que quand vous posez des questions aux gens, vous risquez, et c'est un beau mot à ce moment-là, le risque, de récolter des solutions différentes. Donc quelqu'un qui vous dit, tiens Mélanie, comment t'expliquerais le concept du féminin au féminin pluriel à une personne qui n'a jamais entendu parler de ça? Mais au lieu de tout de suite lui dire, alors moi, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, voici mon cours, je pourrais lui demander, mais toi, comment tu ferais ça? Et voir c'est quoi les premières idées qui viennent de cette personne-là. À ce moment-là, vous augmentez son estime, vous tissez un lien de confiance parce que vous dites, j'ai confiance dans ce que tu dis, ça vaut la peine que je t'écoute, je te questionne, et moi, je vais apprendre des nouvelles façons de faire. Donc, vous voyez comment questionner, qui est quand même relativement simple, ça peut avoir des beaux effets. Comment vous vous sentez avec tout ça? Besoin d'un petit peu de feedback de votre part. Mettez-moi challenge. Je prends un petit bonbon. Mélanie, je vois pas comment on va mettre ça en place. Allez-y, challengez-moi. Pardon. Oui. Je vais prendre une petite seconde, je reviens tout de suite. Pardon. Me revoilà, toute rouge, disais-je. Alors, pour celles qui sont arrivées en cours de route, j'ai plus de voix et je m'étouffe régulièrement. Je lis vos commentaires. Oui, Nadine, comment on arrive à faire ça? Il faut pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution que de pratiquer dans la vie. Comme quand tu as appris à faire du vélo, tu as commencé à pratiquer, puis tu es devenu, t'es devenu meilleur. Même affaire. Joanne qui dit ça fait réfléchir sur cette façon de communiquer, ouais. Oh, Baron, oui, j'aime cette question. Excellent. Répondre à une question par une autre ne serait-ce pas frustrant? Absolument, ça peut l'être. C'est un très bon point que tu apportes. C'est pour ça que ça va être très important de ne pas mener un interrogatoire. Bon, ça nous fait gagner du temps aussi. Il y a moins de destinage, tu sais, comme tu arrives au point de qu'est-ce que tu veux atteindre. Bon point. C'est juste que des fois, il y a des gens qui peuvent trouver ça comme
ben là, on pourrait dessus comme aller plus vite, là. Mais à force de le faire, on va gagner en autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que des gens qui viennent vous questionner sans arrêt, si vous leur répondez, ils vont continuer à venir vous voir. Si vous leur répondez par une question, ils vont arrêter et ils vont gagner en autonomie en se disant, OK, ben, j'ai plus grand-chose à aller voir cette personne. Techniquement, je vais me répondre à moi-même. Donc, évidemment, Baron, on va éviter d'en faire un cas tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas questionner sans cesse pendant 25 minutes, là. Mais juste pour préciser, pour être sûr de mieux comprendre. Donc, il faut vraiment que ça reste un questionnement bienveillant. Est-ce que ça répond à ta question, Baron? Ouais, good. Mais c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui. Oui, Dominique, je suis d'accord avec toi. Ça démontre un sens de respect envers les autres. On les prend au sérieux. Exact. Puis ça leur permet vraiment, puis là, je vous livre un secret de coach, là. Ça les oblige à penser à quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. Tu sais, quand quelqu'un arrive et dit « Hey, je suis vraiment fâché », ben, quand vous leur demandez simplement « OK, mais fâché contre quoi? Contre qui? » Mais là, ça a l'effet de « OK, je focus sur le sens. » Donc ça, c'est vraiment une très belle pratique à garder en poche, là. Comment vous pourriez l'utiliser avec les personnes avec qui vous travaillez? Je suis curieuse. Joanne, tantôt, je pense que tu avais commencé à ouvrir le micro puis à dire que ça pouvait avoir un effet qui permettait mais soit d'arrêter le niaisage, je pense. Je ne sais plus quel mot tu as employé, Joanne. Mhm. Mais parfois, comme ça peut empêcher qu'il y ait de l'estimation, là, tu sais. Quand tu vas directement aux questions qui sont posées, la question elle va être directe. C'est comme. Oui, Mhm. exact. Puis ça empêche de passer à côté du message. Donc si la personne vous dit ça, oh, je suis fâchée, puis que vous arrivez, oh, pauvre toi, ça doit être difficile, ça se peut que vous passiez complètement à côté du message. Surtout si quand vous lui demandez contre qui, elle vous dit contre toi. Alors là, vous êtes passé complètement à côté du message. Donc c'est important de savoir de quoi parlent les gens. Fait que, tu sais, les exercices que vous pouvez utiliser, puis je vais repartager mon écran. Excusez. Évidemment, vous allez avoir la présentation. Je vous invite vraiment à utiliser les questions qui sont en haut à gauche. Qui, quoi, quand, comment. Et toutes les nuances. De qui, de quoi, par quand. Soyez très créatifs. Ça, ces questions-là, puis quelles aussi, ça va vous aider beaucoup. Puis le défi souvent que je pose, là, c'est d'utiliser le comment beaucoup plus qu'avant. Dites-vous à chaque question que je pose, comment j'aurais pu mettre le comment. Le comment, on le sous-estime complètement. À part dans le comment ça va, où il est complètement... on s'attend à ce que la personne dise ça va bien, merci. Mais sinon, dans la vie, c'est comment tu sauras de quoi tu as besoin dans la vie. Comment tu vas savoir que tu as atteint ton objectif. Comment tu veux mieux communiquer. Et comment tu vas t'y prendre pour les prochaines étapes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une autre phrase que vous pouvez utiliser beaucoup quand vous faites pour avoir une conversation, vous la connaissez certainement, mais c'est toutes les questions qui sont du style de quoi aurais-tu besoin? Il y a une personne une cliente avec qui j'ai parlé dernièrement, qui me disait oh, à chaque fois que ma sœur me parle, je lui donne plein de conseils, puis elle n'est jamais contente.
Je dis, mais est-ce que tu t'es assuré que ta sœur voulait un conseil? Puis elle dit, ah, ben non, j'ai pris pour acquis qu'elle voulait un conseil vu qu'elle me parlait. Je suis fâchée, je suis fâchée. Mais peut-être que pour être moins fâchée, tu pourrais. Mais elle ne savait pas de quoi l'autre personne avait besoin. Donc oui, vous pouvez questionner, mais surtout, une des questions que vous pourriez poser, c'est de dire, de quoi tu as besoin en ce moment? As-tu besoin que je t'écoute? As-tu besoin d'un conseil? As-tu besoin qu'on fasse un remue-ménage ensemble? Ou as-tu besoin que je te partage mon expérience? Puis je sais que cette question, elle ne vous paraît pas super naturelle. Moi non plus, elle ne me paraît pas super naturelle encore. Mais pourtant, quand vous avez une conversation avec quelqu'un qui vient des fois vous déverser un flot de choses, demandez-lui, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Conseil? Écoute? Et mon expérience? Un remue-ménage? Si la personne a dit j'ai juste besoin d'être écoutée, pouf, vous savez que vous n'aurez pas besoin de poser plus de questions, que vous n'aurez pas besoin de donner de conseils. Et là, vous allez vous rencontrer. Et que ça, c'est la petite astuce supplémentaire dans les questions à poser. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait faciliter vos communications ou en tout cas, peut-être, mettez-moi au défi ensuite. Qu'est-ce qui rend vos communications peut-être parfois difficiles au travail, à la maison? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Mais Mélanie, moi, je vais revenir un peu sur ce que tu viens de dire là tantôt. Je trouve intéressant de quoi as-tu besoin. Et puis, je fais un peu un rapprochement avec, mettons, un apprenant avec qui tu es en train de travailler, qui va dire, oh, je comprends pas cette notion. C'est le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de venir lui déballer de toutes sortes de règles euh, qu'il doit, qu'il doit savoir là. Alors peut-être que lui, il a juste besoin de quelque chose de particulier. Donc, avec la question, mais de quoi as-tu besoin pour comprendre? Oui, Il va vraiment orienter ta réponse là et puis tu lui donneras ce dont il a vraiment besoin, quoi. Je trouve intéressant ce que c'est tu intéressant. Donc, apportes là. quelqu'un qui dit je comprends pas, ça peut être intéressant de lui demander qu'est-ce que tu as compris? Mm. Puis vous, évidemment, là, il y a une petite pointe d'ironie là-dedans. Et évidemment, on n'a jamais rien compris. Il y a toujours une petite affaire qu'on a compris. Et que ça, c'est aussi une approche coaching très importante parce que on vient de mettre l'emphase sur la minime partie, aussi infime, minime partie soit-elle, que la personne a comprise. Et ensuite, on va tirer vers le haut, plutôt que d'aller renforcer la faiblesse. Ça, c'est une pratique de coaching. On va toujours tirer vers le haut plutôt que d'essayer de pousser comme ça. Donc, quand quelqu'un vous dit, ben, moi, je ne comprends pas, vous pouvez lui poser la question. OK, j'entends que tu ne comprends pas. Et si je te posais la question de qu'est-ce que tu as compris? Ah, puis ça se peut qu'il ait compris complètement de travers, mais au moins vous serez fixé. Mm. C'est comme les je sais pas. Moi, j'adore faire ça, mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit, qui répond à une question par je sais pas, vous pourriez lui demander en riant un petit peu, mais gentiment, hein, c'est bienveillant. Et si tu savais, ça marche magnifiquement bien. Ça surprend les gens. Mais là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. OK. Et si tu savais, tu me répondrais quoi? Et vous pourriez vraiment être étonné de ce qui sort. Hein, le je sais pas, c'est quelque chose qui sort très vite. C'est comme un court-circuit. Ça sort automatiquement. À vous de le court-circuiter en retour. Ouais. France, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la petite phrase que tu as marquée ici? Manque de compréhension. Bon, c'est suite avant que tu répondes à Lydiane, qu'est-ce que tu avais dit là, pour l'entente là, entre deux personnes ou l'équipe, que OK, parfois, si on a un manque d'entente, c'est parce qu'on a un manque de compréhension. exact. Absolument. Et il y a plein de raisons de ne pas se comprendre. Puis là, j'ai pas la phrase ici, mais je vous l'enverrai par courriel. Là. Mais il y a une phrase qui est extraordinaire qui dit à peu près que on a 1000 façons de ne pas se comprendre et pourtant on continue de communiquer. Parce qu'on a des différences culturelles.
On a des différences sociales. On a toutes sortes de différences dans la vie. On a des filtres, des expériences, des croyances, toutes plein de programmations différentes qui font qu'on voit la vie d'une certaine façon. Et que quand moi je parle de respect à Lydienne, ben Lydienne, elle me parle de respect, mais on parle peut-être pas du même type de respect, par exemple. Joanne, oui, vas-y. Des fois, on prend pour acquis qu'on a compris ce que la personne nous dit, mais on n'a vraiment pas compris la bonne chose. Exact. Tellement, tellement. Effectivement, on prend pour acquis beaucoup de choses. Parce que nous aussi, on fonctionne avec les omissions, avec les généralisations et les distorsions. Nous aussi, on fonctionne comme ça. Donc, on va, en très bon français, on va aller patcher. On va aller remplir les trous de l'autre. Et on va foncer tout de suite en mode solution. Donc, prenez un temps de recul quand quelqu'un vient vous voir, enlevez le mode solution, puis mettez-vous en mode coach. Je le questionne, pas pour un interrogatoire, mais je le questionne pour l'aider à s'exprimer mieux, à m'en dire plus, à mieux se comprendre. Oui, Lydienne. Moi, j'ai une question là, Mélanie. Est-ce que la reformulation peut enlever les trois filtres là? Il faut faire attention à la reformulation. Idéalement, quand on reformule, on serait supposé de reprendre les mêmes mots. Donc, de ne pas paraphraser. Parce que quand on ne prend pas les mêmes mots, vous pouvez aller chercher des gens. Par exemple, si moi, on me dit t'as pris un risque ou t'as pris une chance, dans ma tête à moi, ça ne voudrait pas dire la même chose. Alors, quand on paraphrase, quand on ne reprend pas exactement le même mot, on risque d'avoir de la distorsion. Donc, c'est important de faire vraiment l'effet miroir. Mais on peut répéter. En fait, en coaching, on répète souvent. Il y a une blague beaucoup qu'on utilise, mais encore une fois, j'ai souvent dit ça à mon fils, mais je dis pour faire du coaching, au fond, c'est très simple. Tu reprends le dernier mot de la personne et tu fais à la fin. Puis tu vois ce que ça donne. Évidemment, c'est pas ça que je fais au quotidien, mais vous pourriez l'essayer. Comme quand on dit c'est jamais ça, jamais. Et vous voyez l'autre personne qui part sur autre chose. Donc, reformulez, j'ai envie de vous dire, à l'identique. C'est-à-dire que c'est pas une reformulation, c'est du copier-coller. Si vous voulez, ok, donc là, j'entends que tu es très fâché. Oui. C'est la personne qui arrive et qui dit je suis très fâché. Ok, donc j'entends que tu es très fâché. Oui. Tu peux laisser ça comme ça, puis laisser un silence. Mais une question, c'est le fun. De quoi tu aurais besoin? Fait que prenez l'habitude de questionner. Puis une ou deux questions, hein. Encore une fois, vous ne sortez pas votre attirail de 25 questions, c'est pas ça l'objectif. Mais juste une ou deux. Puis vous allez voir ce que ça change. C'est magique. Parce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas pu imaginer. Questions, commentaires, main levée. Avec Lydienne, je vais t'envoyer la présentation. Excusez. On a misère aujourd'hui. Je vais t'envoyer la présentation, comme ça tu pourras l'envoyer à tout le monde. Puis je vais t'envoyer aussi un courriel avec des informations sur tous les questionnements, les challenges, etc. Comme ça, vous, en équipe, vous pouvez vous challenger aussi. Fait que commencez par une ou deux questions à la fois. Ça ne sert à rien d'y aller tout de suite d'un seul coup. Mais juste une petite chose à la fois, changer. Fait qu'aujourd'hui, je serais curieuse, dans le chat, c'est quoi la chose que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous allez changer aujourd'hui comme petite chose? Je vous laisse prendre votre engagement dans le chat. Nadine et Nancy, vous avez la... C'est unanime, hein, le pourquoi. Ben oui, vous allez être très curieuse. Hein. Vous allez l'entendre partout maintenant, le pourquoi.
Oui, Christine, c'est bon. Un pas de recul pour sortir du mode de solution. Absolument. On a tellement tendance à plonger dès que quelqu'un vient nous voir, on plonge en mode solution. Ça rend service à personne. Alors, en quoi vous vous engagez, vous, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Ah, c'est le fun, Dominique. Se faire une liste de questions simples à poser au lieu de pourquoi. Ouais. Oh, poser les bonnes questions. Je vous challenge, gang, là. Quelles questions vous pourriez poser à Francesca pour enlever l'omission dans sa phrase? Quelles sont les Francesca, bonnes questions? Quelles sont les bonnes questions? ouais. Francesca, on pourrait lui demander les bonnes questions pourquoi, en 2 mots. Les bonnes questions, comment tu sauras qu'elles sont bonnes? Hmm. De quelles questions parles-tu? Je te challenge, Francesca. Baron, tu as une question? Oui, vas-y. J'ai une question et je réponds en même temps à votre question. Oui. La résolution serait de réfléchir par 2 fois avant de poser la question avec pourquoi. Je vais m'efforcer parce que généralement, c'est une question qui vous arrive sans s'en rendre compte, généralement. Et avec ce que vous venez de nous dire, vous nous avez mis la puce à l'oreille. Alors, je pense que j'aurai à réfléchir par 2 fois avant de poser la question. Ça, c'est une chose. Maintenant, ma question à moi. Sur les 2 questions à ne pas poser, on a plus parlé sur les pourquoi, mais sur les questions fermées, on n'a pas trop, comment dire, discuté là-dessus. J'aurais voulu savoir euh, l'aspect est-ce que c'est toujours une mauvaise option de poser des questions fermées ou bien comme dans la vie de tous les jours, ça dépend des contextes et des situations. Oui, c'est une super bonne question, merci. Euh, les questions fermées, c'est que généralement, vous allez devoir, en arrière de ça, faire une question ouverte si vous voulez comprendre un peu plus, avoir plus d'informations. Donc, si quelqu'un vous demande est-ce que ça va? Oui, non. Il va y avoir besoin de poser une autre question pour avoir plus d'informations en arrière. Donc, c'est pour ça que c'est moins, c'est comme une perte de temps finalement. Par contre, il y a une astuce, puis je vous la livre, c'est quand vous voulez demander à quelqu'un son avis sur quelque chose, vous pourriez lui demander est-ce qu'il y a autre chose à faire, à la différence de quelle autre chose serait à faire. Puis là, vous entendez bien la différence. Hein? Quand je vous demande est-ce qu'il y aurait autre chose à faire, c'est un oui-non. Quelle autre chose il y aurait à faire? Ça présuppose qu'il y a une autre chose à faire. Donc, techniquement, quand vous avez quelqu'un qui est, par exemple, très bavard, vous pourriez demander est-ce qu'il y a autre chose à faire? Pour vous avez quelqu'un qui n'est pas assez bavard, puis je prends bavard au bon sens du terme, vous pourriez lui demander quelles sont les autres choses à faire. Donc, ça va permettre aussi, quand vous utilisez les questions fermées ou les questions ouvertes, ben, d'ouvrir ou de fermer le clapet de la personne qui parle. Si vous avez quelqu'un qui ne parle pas souvent, utilisez des questions ouvertes. Si vous avez quelqu'un qui est assez volubile, généralement, quand vous posez une question fermée, il est encore capable de vous ouvrir ça. Fait que ça, c'est une petite stratégie pédagogique, même andragogique pour le coup, où vous pouvez utiliser les questions ouvertes pour des gens qui ne parlent pas beaucoup et des questions fermées pour les gens qui parlent beaucoup. Moi, si vous me posez une question fermée, c'est rare que je réponde juste oui ou non. Oui, puis je vais en parler. Mais vous posez une question fermée à mon fils, ça va être oui ou non. C'est tout. Ça ne le gêne pas.
Est-ce que ça répond un peu à ta question, Baron? Oui, mais je veux compléter quand même quelque chose. Je me dis parfois les questions fermées aident plus pour une prise de contact. OK. On veut aller progressivement dans la prise de contact. Je me dis, je pense que ça peut aider dans ce sens-là. Mhm. Pas dans ce contexte-là, si ce serait aussi mauvais ou bien euh, ça peut passer. Ben, moi, je pense que c'est important que vous vous sentiez chacun à l'aise avec les questions que vous posez. OK, l'objectif, c'est pas de vous imposer un modèle. Mais c'est aussi important que l'autre personne se sente à l'aise avec les questions que vous posez. Donc, si pour vous, vous sentez que ça va bien quand la personne, elle répond à des questions fermées, parfait. Et que ça va vous amener peut-être à un entonnoir, tu sais, questions fermées tranquillement, puis on s'en va vers quelque chose qui est plus ouvert vers la fin. Mais il y a des gens qui préfèrent une grande question ouverte au début, puis une question fermée à la fin. Fait que ça va être intéressant de le jauger. Moi, aujourd'hui, je vous amène vraiment dans comment je pourrais combattre les 3 filtres de la communication. Donc, quand je suis en communication avec l'autre et que j'ai besoin de plus d'infos, mais qui fait de l'omission sans le savoir, de la distorsion et de la généralisation sans le savoir, hein, on ne s'en aperçoit pas, comment je peux essayer de combattre ces 3 réflexes-là? Pour les combattre, les questions fermées ne fonctionnent pas. Mais ça ne veut pas dire que les questions fermées ne fonctionnent jamais. Fait qu'effectivement, c'est à prendre avec un grain de sel en fonction des situations. Ok, merci. De rien. Je reprends le chat. Oui, Linda qui dit, je suis tannée de me faire répondre, je ne sais pas. Oui, ben, essaye ça, Linda, essaye le. Et si tu savais, ce serait comment? Puis, avec un sourire, hein, si t'as je te connais pas, je te vois pas, mais si tu as moindrement une petite dynamique comme énergie comme moi, là, ça passe très bien. Faut faire un beau petit sourire, un petit sourire complice, puis dire à la personne, et si tu savais, ce serait comment? Euh, et si toi, tu sais pas, qui va le savoir? Ça aussi, c'est intéressant. C'est des questions qui sont un peu drôles, mais qui me permettent une sorte d'effet surprise. La personne a fait, oh, si moi je ne le sais pas, qui va le savoir? C'est intéressant comme question quand on y pense. Euh, Joanne a dit, je vais travailler sur ces 3 filtres dans mon quotidien. Oui, c'est très drôle hein, quand on commence à s'apercevoir, oh, ok, là, j'ai fait une généralisation. Moi, je suis la reine des généralisations. Absolument. D'ailleurs, vous pouvez, pour ceux et celles qui veulent travailler sur la généralisation, le jamais, vous pouvez le remplacer par rarement, et le toujours, vous pouvez le remplacer par souvent. Juste ça change énormément votre vocabulaire. Ça met de l'ouverture. Ça met de l'ouverture dans votre esprit. Hein, quand quelqu'un dit « moi, je suis toujours fatigué les lundis », comparé à « moi, je suis souvent fatigué les lundis ». Vous sentez la mini-ouverture qui arrive? Ben, l'ouverture, elle se fait aussi dans votre cerveau. Hein. Vous êtes en train de parler à votre cerveau. Quand vous dites « moi, je suis toujours fatigué les lundis », c'est ça qui arrive. Alors que je suis souvent fatigué, ça peut laisser voir qu'il y a une exception qui arrive. Ça se pourrait qu'un lundi, je ne sois pas fatigué. Donc, toujours, on le remplace par souvent et jamais on le remplace par rarement. Vous allez voir, ça c'est très intéressant. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres gens qui s'engagent à faire... Ah, Francesca, elle nous a répondu, j'avais pas vu, merci d'avoir joué le jeu. Quand je lui ai dit, poser les bonnes questions, c'est quoi pour toi les bonnes questions? Et elle dit les bonnes selon moi. Fait que ça serait très intéressant parce que c'est sûr que moi, ça m'aide aucunement de savoir c'est quoi les bonnes selon Francesca parce que je ne sais pas qui est Francesca, je ne sais pas sa vie, je ne sais pas sa façon d'être, je ne sais rien d'elle. Alors les bonnes questions selon Francesca, pour moi, j'ai aucune idée ce que c'est. Alors, si tu devais poser une bonne question, Francesca, elle t'amènerait à savoir quel type d'information. Et que ça va être intéressant de re-questionner encore. Puis tu n'es pas obligé de répondre à celle-ci, Francesca. C'est juste que je trouvais ça intéressant
de rebondir là-dessus. Excellent, Sylvie. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc voilà, y a-t-il d'autres personnes qui prennent des engagements sur les questions? Ça va pour tout le monde? Good. Alors, je vous envoie la présentation. Lydiane, je t'envoie ça, comme ça tu vas pouvoir avoir le passer à tout le monde. Et puis, des petits challenges, là, vous verrez dans des courriels qui vont passer. Et puis, n'hésitez pas entre vous à vous challenger. Ça, c'est vraiment le fun. Quand on se dit, ah, on se fait une semaine du pourquoi, on se fait une semaine du est-ce que, on se fait une semaine de l'omission. C'est vraiment le fun de se faire des petits challenges en équipe, là. Puis parlez-en à vos apprenants. C'est une bonne façon aussi, quand par exemple on est en cours de français, de se dire, quand tu parles dans une expression, qu'est-ce qu'on est en train d'omettre? Qu'est-ce qu'on est en train de distorsionner ou de généraliser? Good. Ça ferait le tour pour moi, Lydienne. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Mélanie. C'était très, très intéressant. Vraiment Plaisir. intéressant. Ça nous permet comme a dit Sylvie tantôt, se questionner nous-mêmes d'abord. On fait une introspection déjà à notre niveau et puis transmettre ça peut-être après à nos apprenants. C'était vraiment, je vois, tu as de bons commentaires là dans le chat. Là, c'est tout le monde Oui. qui est vraiment satisfait de cette présentation-là. Donc, merci encore une fois de plus. Pour les autres, merci d'avoir assisté à la communauté de partage. Comme d'habitude, on vous enverra un petit sondage là pour avoir votre avis par rapport à cette communauté de partage. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le 17 janvier, la communauté de partage va porter sur les pistes de financement avec Luc Como, qui viendra approfondir un peu ce qu'il avait commencé lors de l'atelier du forum passé. Donc, merci à tous et puis on se revoit le 17 janvier 2024. Joyeuse fête également à tout le monde. Voilà. Yasmine, c'est